de la démocratisation et de la liberté dans le monde arabe qui ne sont pas du tout les problématiques telles que les exposent les intellectuels d'influence en Occident et qui enchaînent dans leur filet les intellectuels arabes qui veulent réussir en Occident. Vous avez ici une espèce de cercle vicieux. Toutes les problématiques sont extrêmement mal posées à partir de l'Occident, notamment celles sur la place du religieux, notamment celles sur la liberté, notamment celles sur le totalitarisme, un mot qu'on emploie à tout bout de champ, comme si le monde arabe n'avait que des Staline et des Hitler à sa tête. Quel que soit mon peu de considération pour les régimes arabes, encore une fois, sachant bien utiliser la sémantique et les vocabulaires. Ce ne sont pas des régimes staliniens ou nazis, ce sont des régimes autoritaires et semi-autoritaires, avec certains régimes plus durs que d'autres quand ils ont comme idéologie officielle d'État la religion elle-même, ce qui est le cas de certains États que je ne nommerai pas ici. Voilà, mais ces contorsions de certains intellectuels arabes qui sont très contents de chanter une chanson qu'on aime entendre en Occident et qui fait qu'ils peuvent faire des succès de librairie, je ne la trouve pas particulièrement sympathique. Maintenant, chacun choisit son camp aussi. L'avenir départagera la pertinence des différentes opinions. Il y a eu l'initiative de 3 avocats marocains qui ont déposé une plainte auprès de la Cour d'appel de Rabat contre M. Hani Peres, ministre de la Défense de l'État israélien, parce que M. Peres est encore marocain, même s'il a été étant exilé, un crime de guerre. Comment peut-on faire en sorte que, qu'en pensez-vous tout d'abord, et comment peut-on faire en sorte que Israël ne sorte pas toujours impuni des crimes qu'elle commet, et qui sont vraiment innombrables dans ce mode de vie, sur les Liban particulièrement. Comment changer la place qu'occupe l'État d'Israël dans la psychologie de l'Occident? C'est une évolution longue. Moi, j'ai analysé dans beaucoup de mes ouvrages cette stature de plus en plus imposante qu'a pris l'État d'Israël dans la conscience occidentale. J'ai appelé ça l'espace sacré de l'Occident. Je pense qu'il y a tout un travail à faire qui va être long, que j'espère avoir un petit peu initié en m'appuyant sur les travaux de Rollesberg, le grand spécialiste de l'Holocauste, pour montrer combien la psychologie européenne est devenue perverse, parce qu'elle a opéré un transfert d'hostilité sur les Arabes, évidemment les Israéliens en premier, mais l'ensemble des Européens ont suivi, ce qui permet de se dédouaner aussi de toute la culpabilité de la colonisation, qui est quand même énorme. C'est un dossier qu'on refuse d'ouvrir alors que ça devrait être un dossier très très important. Ça permet aussi, avec la montée de la théorie de la guerre de civilisation et du danger unique qui menace la paix du monde, qui serait le terrorisme transnational, c'est-à-dire tout emmené islamique, tout ça, si vous voulez, permet à une conscience européenne de se sentir tout à fait à l'aise en défendant l'État d'Israël et en pensant que c'est un combat pour la paix et l'éradication du terrorisme, entre guillemets, évidemment devenu un objectif unique de la politique occidentale et sans qu'il n'y ait aucune nuance entre les mouvements de résistance et effectivement du terrorisme de style bangladéshiste qui frappe d'ailleurs beaucoup plus les pays musulmans que les pays européens. Les attentats au Maroc, en
Égypte, en Tunisie, en Indonésie, au Pakistan, sont beaucoup plus importants que les attentats malheureux qui ont eu lieu, qu'il s'agisse de New York ou de Madrid ou de Londres. Mais ça va être des évolutions extrêmement longues et lentes. Mais encore une fois, ce qui peut aider à accélérer ces évolutions, c'est d'abord que la performance générale du monde arabe soit différente de ce qu'elle est. Parce que, dans l'ordre international, les pays arabes donnent un spectacle absolument affligeant. Non seulement de l'absence totale de solidarité entre eux face à des défis aussi grands que les défis posés par la mondiale. C'est une zone qui est léthargique sur le plan économique, c'est une zone où tous les cerveaux quittent, un brain et donc, si vous voulez, à part dans les arts où on a encore des grands romanciers, des grands peintres, dans la musique, etc., nous n'avons rien. Nous n'avons vraiment rien à offrir qui permette qu'on ait une image différente. Et donc, ça ne bougera pas tant que soit il y a une maturation côté européen, avec des changements de génération, soit il y a des changements côté arabe qui permettent d'accélérer une maturation européenne, mais qui, à mon avis, si vous voulez, je reviens, il y a un énorme problème dans le fonctionnement de la démocratie à l'occidental aujourd'hui, qui est celui que les opinions publiques n'influent plus sur leur gouvernement, le fait que les gouvernements ont des politiques qui sont toujours aussi peu démocratiques dans l'ordre international, qui sont des politiques de la canonnière, et on voit l'Europe, à mon avis, l'Europe est reprise par la fièvre coloniale. Elle veut avoir des troupes partout dans le monde, mais c'est extrêmement frappant. Cet enthousiasme à vouloir projeter une armée européenne partout dans le monde, l'OTAN, ceci, cela, ce que je disais tout à l'heure, ce n'était pas aussi dramatique ça du fond. De voir cette course à qui va avoir le plus de soldats à l'étranger. Quand même, je trouve que ça fait beaucoup, ça devrait beaucoup faire réfléchir. Effectivement, il faut proposer des premiers rangs rouges précaires, autant que la jeunesse en touche.